Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui étaient connectés d'être restés parmi nous. Je suis toujours Julien Villalon, le directeur de Léonard. Je suis ravi de vous retrouver à Léonard Paris pour la suite de cette journée. Je suis aussi ravi de vous retrouver en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la plateforme de l'événement. J'en profite tout de suite pour vous préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat de cet espace en ligne. Je m'en ferai le porte-voix à l'issue de la conférence. Nous avons fait le choix de vous proposer pour ce festival Building Beyond 5 grandes thématiques, une par journée jusqu'à vendredi, qui sont au cœur de la transition, de cette transition, et pour lesquelles nous allons vous proposer une large diversité de regards et d'expertise. Demain, mardi, nous parlerons de la préparation du temps long des villes, des territoires, en lien avec le vieillissement démographique, mais aussi celui des infrastructures. Mercredi, nous nous intéresserons à la construction à partir de nos vulnérabilités pour rendre nos sociétés plus résilientes. Jeudi, nous tenterons de redéfinir ce que peut être le progrès et notamment le rôle que peuvent y jouer les sciences et les technologies. Enfin, vendredi, nous explorerons de nouvelles manières d'aménager les territoires. Alors, place à notre première thématique de ce lundi. Cette première journée est consacrée au thème de la réinvention de notre relation au vivant et donc à la biodiversité. Ce sont 5 événements qui vont se dérouler jusqu'à 20h ce soir. Nous allons parler de relations entre les entreprises et le vivant avec Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci, et Harold Levrel, économiste à AgroParisTech. Rendez-vous à 11h30. Nous allons parler de renaturation urbaine avec le Lab Recherche Environnement, l'un des partenaires du festival. Rendez-vous pour cela à 14h. De ville biomimétique à 16h30. Pour finir enfin cette journée avec un ciné-débat avec Jacqueline Hosty, Grand Prix de l'urbanisme à 18h30 en partenariat avec le festival Close Up. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur place en ligne. Vous êtes les bienvenus ici ce soir. Mais pour commencer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Zask. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous avez orienté votre travail d'enquête philosophique sur les relations entre les hommes et leur environnement. Pour cette conférence d'ouverture, vous nous proposez de nous interroger sur la relation entre les villes et le vivant. Je renvoie d'ailleurs à votre livre, publié en 2020 chez Première Parallèle, Zoocities, des animaux sauvages dans les villes. Alors d'ici 2050, effectivement, les villes devraient accueillir plus de 2,2 milliards d'habitants supplémentaires. Les liens entre ces modes de vie urbains et l'érosion accélérée de la biodiversité et de mieux en mieux documentée, expansion des agglomérations vers les espaces naturels, impact de la chaîne de production alimentaire, source de pollution multiples. Comment les villes peuvent-elles dès lors participer à créer une meilleure cohabitation entre l'ensemble des êtres vivants? C'est bien le fil rouge de cette journée du festival Building Beyond. Et c'est à partir d'exemples très concrets et proches de nous pour y réfléchir que Joël Zask, vous allez nous proposer d'y réfléchir. Donc n'hésitez pas toujours à poser vos questions en ligne et j'y m'en ferai le porte-voix après la présentation. Joël Zask, merci d'ouvrir cette journée consacrée à la relation de la réinvention, de la relation au vivant. C'est à vous. Merci beaucoup de cette invitation qui me flatte et qui m'intéresse d'autant plus que tout mon travail est destiné effectivement à peser sur les mentalités, à peser sur les actions et les décisions en faveur à la fois de la démocratie et du virage écologique qu'il est urgent de prendre. Donc c'est un lieu évidemment où je me sens particulièrement flattée d'être invitée. Par ailleurs, voilà, j'ai effectivement développé depuis un certain nombre d'années un travail destiné à montrer le parallélisme, même je dirais l'implication réciproque entre des modes de vie démocratiques et un certain souci de l'environnement qu'on pourrait appeler soins, qu'on pourrait appeler maintenance, qu'on pourrait appeler ménage, comme le font les aborigènes d'Australie,
qu'on pourrait appeler aménagement, occupation aussi, dans le sens de s'occuper d'eux, etc., etc. Donc, voilà l'endroit où se situe mon interrogation. Il a été question dans la présentation de Monsieur Xavier Huillard de la fabrique de la cité. Et je vais commencer par là. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire une cité? C'est un terme, je pense, qui a été un peu galvaudé dans la mesure où, en général, il est plutôt associé à des univers assez autoritaires, assez carcérales, assez institutionnalisés. Et c'est une espèce de tour étrange de l'histoire parce que la cité, pour reprendre, alors je pense aux cités scolaires, je pense aux cités de nos banlieues, etc., etc. Donc voilà, le terme ici indique quand même quelque chose qu'à voir avec une communauté, mais qui se trouve en fait en marge de la société, d'une manière générale dans notre vocabulaire, dans notre usage. Alors, je ne pense pas que les mots correspondent à des usages orthodoxes, mais le fait est que, comme le disait Aristote déjà dans la Poétique, la cité, c'est la communauté de bien vivre, et cette communauté du bien vivre repose à la fois sur la liberté des associés, sur une relative égalité un peu distributive, et puis également sur ce qu'il appelle leur indépendance. Et l'indépendance à laquelle il pense est une indépendance de type matériel et économique. Et ça, c'est très important. Alors, on pourra reparler de la cité, mais je dirais que les villes sont tout sauf des cités. Et on a vraiment, d'ailleurs, on pourrait imaginer de recréer, il faudrait le faire parce que ça n'existe pas exactement, de faire une histoire, disons, contrastée de l'évolution des villes et de l'évolution des cités, parce qu'il ne s'agit pas de la même chose. C'est-à-dire que les villes ne sont pas des... Il y a aussi une précision qu'apporte Aristote, c'est que la cité suppose une multiplicité, puisque le bien vivre d'une part et l'indépendance d'autre part suppose l'association entre des acteurs extrêmement différents, dont la nature. Et d'ailleurs, la Grèce antique était faite de villes extrêmement vertes, si l'on peut dire, en employant un langage d'aujourd'hui. Donc je laisse cela de côté, mais la ville s'est pensée exactement, disons, dans des termes opposés à ceux de la cité. C'est-à-dire que la ville, je dirais, c'est la murée, c'est le terme qu'on emploie au Moyen-Âge. La murée, c'est-à-dire la ville fortifiée. La ville, elle commence par faire table rase, si vous voulez, de l'existant. Et évidemment, toute entreprise de type colonial va recourir à ce modèle, que d'ailleurs cette entreprise coloniale ait eu lieu dans nos propres villes à l'égard des quartiers jugés dangereux ou disons, agités, que ce soit à l'égard de nos régions. On peut penser aux Landes, la colonisation des Landes par Napoléon III, etc. On peut penser aussi, bien sûr, à la colonisation des espaces lointains, des pays lointains. Mais quoi qu'il en soit, le geste, justement, premier, le modus vivendi, en quelque sorte, c'est éradiquer l'existant. On tue les animaux, on arrache les plantes, on tue les gens aussi, d'ailleurs, qui sont là. Et puis, on fait donc table rase, et après, on élève des fortifications, des murs, des barrières, des palissades, et tout ce que vous voudrez. Et j'en veux disons, il y a un exemple, en fait, qui est un peu logé dans notre inconscient collectif et qui est extrêmement prédominant, c'est l'exemple de la tour de Babel, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette tour de Babel, finalement? Cette tour de Babel dont nous parle la Genèse. Cette tour de Babel, c'est une forteresse, en fait, sans quasiment d'intériorité. Pensez même à la représentation de Bruegel. C'est une forteresse qui permet, si vous voulez, en quelque sorte, à l'humanité de s'élever jusqu'à prendre, en quelque sorte, c'est l'espoir de cette communauté, à prendre la place de Dieu, à atteindre, en quelque sorte, l'absolu de la connaissance divine. Or, je veux dire, ce qui est intéressant dans cette histoire de tour de Babel, c'est que elle n'est possible que parce que, d'une part, il y a aspiration à en finir avec, en quelque sorte, la bestialité, l'animalité, c'est-à-dire la condition humaine qui est d'être, justement, comme le disait Aristote, entre les bêtes et les dieux, c'est-à-dire d'avoir un corps, d'avoir besoin d'une subsistance, d'avoir besoin de respirer, et choses de ce genre. Donc, l'élévation signifie l'aspiration à une spiritualité délivrée, en quelque sorte, des aléas de la vie biologique, délivrée de la nature qui est, en fait, la nature humaine. Et délivrée, bien sûr, de la nature environnante qui interagit avec cette nature humaine. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il y aurait plein de choses à dire, mais je ne vais pas trop épiloguer. Ce qui est très intéressant, c'est aussi que, justement, si le projet de la construction d'une tour
qui touchent le ciel et qui permettent aux humains de rivaliser avec Dieu, en quelque sorte, est possible, c'est parce que, et ça c'est bien connu, tous les hommes parlent la même langue. C'est-à-dire que, en fait, ils sont, disons, ils ont une même volonté, ils forment un même projet, ils pensent tous la même chose, ils veulent tous la même chose, et donc finalement, à la place de la pluralité qui serait le propre de la cité, existe ou se met en place, si vous voulez, une espèce de tout symbiotique dans lequel il n'y a plus d'individualité, dans lequel les gens deviennent totalement indifférenciés. Et donc, ils communient en faveur d'un projet qui leur permettrait donc de quitter la Terre, Alors, c'est un projet qui est toujours d'actualité, hein, comme vous le savez. Je ne vais pas en parler, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose de l'espoir babélien, en quelque sorte, dans le transhumanisme aujourd'hui, ou dans une certaine vision de l'exploration spatiale dans le but de découvrir ou de créer une nouvelle planète. Donc, quitter la Terre, voilà. Et je pense que la ville, c'est un peu sa mission. Sa ville a été conçue historiquement, et d'ailleurs dans beaucoup de contrées, comme justement un lieu spécifiquement humain qui tient la nature à l'écart, hein, qui l'écarte. Et c'est la nature, bien sûr, animale, c'est la nature végétale, c'est la nature au sens des barbares ou des primitifs, c'est finalement une nature qui va avoir une résonance de sauvage qui doit être pris aussi au sens à la fois naturaliste, au sens écologique, mais aussi au sens ethnique du terme. Donc, voilà, j'en viens un petit peu, enfin, pour en finir avec cette histoire de tour de Babel, Dieu, justement, ne l'entend pas de cette oreille, et finalement, il ne détruit pas la tour, mais il disperse les gens, et vous le savez, il les disperse finalement en les dotant de langues différentes, ce qui fait qu'ils ne se comprennent plus entre eux et qu'ils abandonnent le projet. Et la tour donc est abandonnée, mais je dirais que la tendance à reprendre le chantier de la tour est vraiment très lourde dans nos sociétés occidentales, peut-être même dans les sociétés du monde entier à certains égards. Donc c'est vraiment une espèce de fascination pour l'unité, la symbiose, le projet 1, et qui seraient les conditions d'une élévation spirituelle et mentale purifiée, encore une fois, du caractère grossier de la condition biologique dont on voudrait pouvoir se débarrasser. Alors, en ce qui concerne la ville, donc j'en viens un peu à la question des animaux, puisque c'était intéressant, je trouve que justement l'arrivée d'animaux en ville, et je vais m'en expliquer un petit peu, justement, d'une certaine façon, réinitialise notre vision de la ville. La réinitialise, d'une part, en nous mettant en face d'un certain nombre de dysfonctionnements de la ville dont nous-mêmes nous souffrons, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait dans la ville quelque chose qui met en berne la part de sauvage ou la part de nature qui est en nous. Et par ailleurs, les animaux dessinent dans la ville des géographies qui leur sont spécifiques et qui par biomimétisme, en quelque sorte, c'est-à-dire en les utilisant ou en observant leur comportement pour en tirer des sources d'observation ou d'imagination, de réorganisation de notre vie sociale urbaine, donc nous influencent, nous donnent en quelque sorte des idées. Donc il y a toutes sortes de manières de penser ce que fait la présence de l'animal sauvage en ville à nos représentations, à nos imaginaires, à nos symboles, à nos conceptions du vivre ensemble. Ce qui est clair, c'est que la ville n'est pas faite pour les animaux. Et c'est sans doute la raison pour laquelle nous avons été très surpris de voir, ne serait-ce que des canards, qui vivaient pourtant pas très loin, sur le parvis de la Comédie Française, parce que ils n'étaient pas à leur place, si vous voulez. Ils n'avaient rien à faire là. Et ça nous a émus parce que les canards, c'est plutôt gentil. Et il y avait un charme dans cette apparition pendant le confinement. Mais évidemment, c'est une apparition, en quelque sorte, qui nous renvoie finalement à l'extériorité marquée, le clivage même entre la ville et la nature. Donc, c'est comme si les canards, les daims, les renards, les belettes à certains endroits, etc., ça pouvait être même des éléphants dans d'autres contrées, mais c'était comme s'ils avaient ouvert les portes de la ville et nous avaient permis une espèce de respiration, en fait. Donc, ça, c'est une expérience qui a été énormément relayée, énormément, disons, commentée, à savoir, pendant le confinement, nous n'y sommes plus. La vie, d'une certaine façon, se renature. Il n'y a plus de trafic, il n'y a plus d'activité humaine, il n'y a plus de personnes dans la rue. Le silence
apparaît, nous entendons les oiseaux, etc. Et donc, du coup, les animaux, comme on dit, réinvestissent la ville. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. D'abord, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui sont en ville depuis très longtemps. Et d'autre part, les animaux qu'on a vus étaient déjà là. Mais par ailleurs, j'ai fait l'hypothèse, et c'était avant cette période, j'avais fait l'hypothèse que, suite d'ailleurs au débarquement d'un énorme essaim d'abeilles dans mon micro-jardin de Marseille, qui m'a beaucoup frappé, donc j'ai fait l'hypothèse qu'il y aurait de plus en plus d'animaux sauvages en ville. Il y en aurait de plus en plus pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que, d'une part, les villes sont des lieux où on étouffe. J'en veux pour preuve la pollution, la promiscuité, les problèmes d'asthme, les allergies, le Covid, bon, enfin, etc. Donc, vraiment, il y a les fumées des méga-feux. Donc, il y a dans les villes un phénomène de suffocation qui détermine les individus à prendre de manière assez énergique des mesures pour assainir finalement leurs conditions de vie. Et du coup, la ville est comme un laboratoire finalement du verdissement ou de l'écologisation de la planète. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que c'est par la ville que ça commence. C'est d'autant plus par la ville que ça commence que la ville est un lieu qui colonise les campagnes. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, 70% de l'humanité est appelée à vivre en ville à l'horizon 2050. Mais il se trouve que les villes, telles qu'elles sont conçues, comme, si vous voulez, organisation où chaque chose est à sa place à l'intérieur et qui est coupée, en quelque sorte, du monde environnant, la ville ne produit rien de ce qu'elle consomme. Elle rejette vers l'extérieur tous ses déchets. Et donc ça, c'est une deuxième cause de l'arrivée des animaux en ville, dont on fait une hypothèse. Moi, j'en ai fait l'hypothèse, mais elle s'est plutôt pas mal vérifiée depuis 2-3 ans. C'est que, justement, disons, au fur et à mesure que les campagnes, la nature, les forêts, etc., sont consommées, fragmentées, artificialisées pour les besoins des villes, eh bien, les peuples qui vivent dans ces forêts, dans ces zones rurales, dans ces lieux intermédiaires, sont également chassés, de même que les animaux, et donc convergent vers les villes. Elles convergent vers des zones périurbaines, qui sont des zones en général abandonnées, insalubres. On a 2,5 milliards de gens qui vivent dans des bidonvilles à l'heure actuelle sur la planète, ce qui est énorme. Et donc, ces zones insalubres, ces bidonvilles, disons, créent un écosystème pour toutes sortes d'animaux qui arrivent également à s'y implanter, y trouver finalement des conditions de subsistance, des conditions de bien-être, des conditions de chaleur ou de bonne température, disons, qui sont finalement très favorables à leur perpétuation. Donc, on a deux phénomènes. D'un côté, les villes s'écologisent et sont attirantes pour un certain nombre d'animaux qui y trouvent des températures plus clémentes, de l'eau, de l'herbe, de la nourriture en abondance. C'est le cas, par exemple, des kangourous. Dans toutes les villes australiennes, les kangourous rentrent dans les villes pour manger l'herbe des golfs, des cours d'école, des cimetières, etc., parce qu'ils ne le trouvent plus dans le bush. C'est le cas des dromadaires, par exemple. En Australie, c'est le plus grand troupeau de dromadaires sauvages, féral, en fait. C'est un animal qui retourne à l'état sauvage une fois qu'il a été abandonné par les humains et qui donc s'attaque aux canalisations, aux climatisations pour trouver l'eau qu'ils ne trouvent plus non plus dans la nature. Donc ça, c'est une première catégorie. Et puis l'autre catégorie, c'est les corneilles, c'est les rats, c'est les moustiques, c'est les coyotes, c'est les ours. De plus en plus, c'est aussi les pumas, c'est plein vraiment des animaux, les éléphants dans une certaine mesure, qui affluent vers les villes parce qu'ils vont vivre en quelque sorte de l'indignité de la condition humaine, de l'indignité de l'habitat, si vous voulez. Ça, c'est un problème. Par exemple, on ne communique pas sur ce que font les rats aux gens qui sont dans la rue, mais c'est assez terrible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous laisse le découvrir. Il y a un tabou sur ce sujet. En fait, les rats attaquent les gens. Et donc, ce que je veux dire maintenant, c'est que imaginons effectivement qu'il y ait de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça la question que je voudrais poser. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va gérer en quelque sorte ce que j'ai appelé la coexistence avec ces animaux? Et donc j'ai mobilisé l'idée de voisinage. Et là, disons, le voisinage est une notion qui nous met sur la voie de solutions typomorphologiques, de solutions énergétiques, de solutions d'aménagement, des choses très très concrètes. Donc j'ai fait l'hypothèse que, si vous voulez,
créer des solutions de voisinage, c'est d'une part la solution pour transformer la ville en cité, et d'autre part, c'est aussi une solution pour nous mettre sur la voie justement d'une conscience écologique élargie. Donc ça jouerait un double rôle qui me semble aujourd'hui absolument essentiel. Pourquoi? Alors je dirais, qu'est-ce que c'est que alors c'est intéressant d'ailleurs, il y a une sociologie du voisinage qui naît dans les années 1920 et qui est déjà une critique de la société industrielle et de la grande ville, avec Mumford, avec même d'ailleurs chez Lefebvre, on va retrouver des accents de ce type. Enfin bon, donc ou Illich. Donc on a l'idée que la grande ville finalement est un lieu de de dégradation d'une condition de vie véritablement humaine, pour parler comme Aristote, et que par ailleurs, elle est vraiment l'entité qui mène l'existence humaine et plus exactement l'ensemble des conditions de l'existence humaine sur Terre à leur ruine. Donc, pardon. Voilà, le voisinage, c'est intéressant comme notion parce que je dirais que les voisins ne sont ni nos amis ni nos ennemis. Les voisins se définissent par le fait qu'ils sont à une certaine proximité géographique de nous. Et par conséquent, coexister avec ses voisins, d'une certaine façon, ça n'est ni vivre dans une espèce de juxtaposition, où on serait, par exemple, comme dans le métro, aux heures de pointe, ou même dans la rue, quand il y a beaucoup de monde. Là, nous formons un groupe au sens agrégatif du terme. Il n'y a pas de relation entre nous, sinon des relations un peu physiques qui, Goffman a bien analysé ça, c'est un sociologue, qui nous permettent de de trouver notre place les uns par rapport aux autres, de manière à ne pas trop nous rentrer, en quelque sorte, les uns dans les autres. Mais, donc, la coexistence ou le voisinage n'est pas la juxtaposition, mais ça n'est pas non plus la cohabitation. La cohabitation, c'est un idéal aujourd'hui qui est beaucoup développé, qui est beaucoup exploré. C'est parce que la cohabitation serait une solution communautaire. En cohabitant les uns avec les autres, finalement, nous formerions une grande communauté, une communauté biotique, une communauté symbiotique, une communauté organique. Et finalement, nous nous découvrions des relations, d'ailleurs souvent de dépendance, je suis pas très d'accord avec ça, des relations de dépendance et des relations finalement de complémentarité qui seraient propices finalement à la redécouverte en nous des rythmes naturels que nous avons perdus de vue depuis des siècles. Voilà. Et donc, il y a des appels aujourd'hui à ouvrir grand les portes, à se métisser, à s'hybrider, à se mélanger, à opérer de la mixité. C'est le melting pot. En fait, et on revient à Babel, en fait. Hein. On est tous pareils, on forme une grande famille, bon, etc. Et donc, bon, j'exagère, mais la cohabitation suppose, justement, d'ouvrir sa porte aux étrangers, et y compris, ça pourrait être les rats, les moustiques, les ours, les chacals, et choses de ce genre. Donc, je ne vais pas glisser du registre animalier au registre interhumain, mais évidemment, c'est un peu en filigrane, c'est aussi quelque chose à quoi nous pouvons penser au fur et à mesure. Donc, la cohabitation, c'est un idéal, en plus, qui est extrêmement exigeant et qui repose sur un certain nombre de valeurs morales. Or, ce qui est intéressant quand on consulte les animaux, et là aussi, ça entre dans la consolidation d'une vision écosystémique, c'est que nos émotions à leur égard sont extrêmement fluctuantes. C'est-à-dire qu'avec les animaux, on peut passer très facilement de la fascination à la phobie, de l'amour à la haine. Par exemple, si l'on vous dit que ces écureuils gris que vous voyez partout en Amérique du Nord, ce sont en fait des rats volants et qu'il n'y a vraiment que les Français pour les aimer, ben, d'un coup, votre admiration en prend un coup et finalement, il s'en faut assez peu pour que nous basculions dans un sentiment vraiment très, très négatif. Il en va de même de l'ours, par exemple. C'est intéressant, l'ours, parce que l'ours a été un animal jugé démoniaque, vraiment incarnant les parties les plus sombres de l'âme humaine pendant des siècles, jusqu'en 1910-1920, quand finalement deux fabricants, l'un en Allemagne et l'autre aux États-Unis, de peluches, s'emparent d'une petite gravure représentant Theodore Roosevelt, écœuré face à un spectacle très triste, c'est qu'il revient bredouille de la chasse et ses aides de camp capturent un petit ours qui est enchaîné, on en voit un petit ours noir, c'est une gravure qui a beaucoup circulé, et ce petit ours noir, il lui propose de le tuer pour avoir un trophée et ne pas revenir bredouille. Et lui se détourne de ce petit ours et à bord une mine vraiment dégoûtée. Et donc, c'est de là qu'est né le teddy bear,
en fait, en référence à Théodore, surnommé Teddy d'ailleurs, Roosevelt. Et là, en fait, cette circulation du petit ours en peluche va complètement changer le regard sur les ours. Alors, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se fier à nos émotions. Nos sentiments, ils peuvent être bons, mais en fait, ils peuvent être aussi très mauvais. Et ils sont tellement fluctuants que je trouve que ce n'est pas des solutions durables, en fait. Et là, il s'agit de durer, justement, de trouver des solutions durables. Alors, à partir du moment où on se dit, bon, les animaux ne sont ni mes amis ni mes ennemis, je ne peux pas les éradiquer. Autrement dit, comme qui serait la tendance normale vis-à-vis de la nature gênante, en fait, le geste éradicateur, le geste dominateur, le geste d'exclusion, le geste de contrôle de domination, voire ce geste qui, comme par exemple dans l'agriculture industrielle, voudrait faire sans le sol, sans la nature, et remplacer le sol par une soupe d'intrants, ça c'est Lavoisier, Villemorin et compagnie. Donc, ce geste-là, il n'est pas possible en ce qui concerne les animaux. Alors, je peux pas en parler longtemps, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, la lutte contre le rat et le moustique, c'est une lutte vraiment séculaire quasiment, et en fait, plus on lutte, et plus il y a de rats et plus il y a de moustiques. Alors, il y a des animaux qui ont des stratégies extrêmement diversifiées pour survivre à leur éradication. C'est pas tous, évidemment, hein, il y a énormément d'espèces qui disparaissent, mais il y en a aussi qui s'adaptent. Et il y en a pas mal qui s'adaptent. Et on voit maintenant arriver dans des villes des animaux dont on ne pouvait pas imaginer qu'ils trouveraient dans la ville finalement un équilibre vital. Donc, par exemple, les coyotes, enfin, je m'arrêterai à cet exemple, les coyotes ont cette capacité ils forment des groupes un peu, et en fait, dès qu'ils sont pourchassés, ils se séparent, pareil pour les sangliers d'ailleurs. Donc, ils se séparent, des couples se forment, et finalement, ils se reproduisent beaucoup plus vite. C'est pareil pour les singes, les macaques rhésus qui envahissent littéralement un certain nombre de villes, notamment en Inde, et qui sont extrêmement problématiques, d'autant qu'ils sont sacrés, donc les éradiquer, c'est encore un autre problème. Ça n'est pas possible. Donc, l'éradication, ça ne marche pas. D'abord, c'est moralement condamnable, mais par ailleurs, c'est même, je dirais, matériellement impossible dans un certain nombre de cas. Et puis, à l'opposé, vous avez l'idée donc d'accueillir généreusement ces animaux, ce qui n'est pas non plus possible. On peut penser à la Covid ou à la zoonose d'une manière générale, c'est-à-dire que vivre à proximité des animaux, c'est vraiment un problème. C'est un problème d'ailleurs que posent ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, mais également les sites d'alimentation des animaux sauvages. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je dirais l'industrie qui fabrique des outils, des moyens, des méthodes, des armes et des produits à exterminer les animaux sauvages est tout aussi florissante que l'industrie qui produit des aliments pour les animaux sauvages. Or, les sites pour animaux sauvages, il y en a beaucoup en Amérique du Nord, par exemple, mais par exemple, les singes sont nourris par les touristes à New Delhi, par exemple. Enfin, voilà. Donc, et puis nos poubelles, c'est-à-dire la très, très mauvaise gestion de nos déchets, et indirectement une manière de donner à manger aux animaux. Et à partir du moment où on donne à manger aux animaux, d'une certaine façon, se met en place une espèce de cohabitation forcée qui nous est très désagréable parce que quand on voit un ours fourrager dans une poubelle, par exemple, eh bien, il déchoit. D'une certaine façon, il perd sa majesté, il perd sa naturalité. C'est comme si il vivait une déchéance ontologique qui fait qu'il n'est plus du tout notre ami, nous n'en voulons plus. Donc, si vous voulez, entre d'un côté l'éradication et de l'autre les bons sentiments, il faut trouver un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est justement le voisinage. C'est-à-dire trouver la bonne distance. Et cette bonne distance, finalement, c'est une donnée écosystémique qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire que le monde est fait de cette façon. Le monde est fait, si on considère que le Big Bang est l'hypothèse à laquelle se fier, les choses sont à distance les unes des autres, depuis le Big Bang. Et cette distance, d'une certaine façon, même si elle semblerait s'accroître, mais enfin, à notre échelle, c'est pas le cas, cette distance doit être retrouvée, doit être respectée et doit être, d'une certaine façon, conférée comme solution de vie dans les villes. Or, les villes, si vous voulez, ne respectent pas les bonnes distances. Je pense qu'elles sont conçues justement pour, pour imposer des distances qui ne sont pas adaptées à l'individualité, soit des phénomènes, soit des situations, soit des êtres vivants qui la prennent pour site. Alors là, je vais juste... je pense que j'arrive au bout de mon temps. Bon, juste vous donner un certain nombre d'exemples, des exemples très, très concrets. Je dirais que
l'organisation du vivant, mais c'est également une organisation sociale assez idéale, une organisation éthique, une organisation politique, c'est qu'il existe des niches et des corridors, en fait. Et ça, ce sont des termes écologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? Une niche, c'est un lieu ou un être, quel qu'il soit, que ce soit un ver de terre, une molécule, un être humain, etc., peut accomplir son cycle de vie, c'est-à-dire peut réaliser ce qu'il a en propre. Et chaque chose a quelque chose en propre. Et par ailleurs, vous avez aussi des lieux de passage entre les niches. Vous pouvez regarder une vésicule présynaptique, c'est exactement comme ça que ça va marcher. Donc, il y a des lieux de passage, il y a des transitions, il y a des qui permettent d'aller de niche en niche, qui permettent de sortir des niches, qui permettent d'aller à la rencontre de nos congénères, qui permettent de circuler, qui permettent d'aller s'alimenter, etc., etc. Donc, la circulation d'un côté et la niche, qui est le lieu donc de réalisation de soi, si je parle dans des termes anthropocentriques, sont complémentaires. Évidemment, on ne peut pas se réaliser soi-même si on n'a pas acquis de notre environnement un certain nombre d'outils, de méthodes ou de ressources, mais en même temps, on ne peut rien donner ou ne peut pas contribuer à notre environnement si nous n'avons pas reçu quelque chose qui nous permette de le faire. Et donc, si nous n'avons pas ce lieu où nous pouvons, d'une certaine façon, régénérer, requalifier notre héritage. Alors, notre héritage ou nos moyens de vie, si vous voulez, ça revient un peu au même. Et donc, je dirais que dans la ville, c'est précisément ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour que mes voisins ne deviennent pas des nuisibles, il faut que les murs de ma maison soient plus épais que du papier à cigarette, parce que sinon, forcément, il s'ensuit une guerre de tous contre tous. Ce qui est important, c'est les séparations. Donc, comment on va créer des niches, d'une part, et en l'occurrence, il y a un certain nombre de solutions, je dirais, urbaines, pour justement écologiser la ville de manière à ce que les animaux qui la prennent pour site puissent y développer en quelque sorte leur cycle de vie sans pour autant devenir des voisins gênants. Et ça, je crois que c'est des solutions. Par exemple, ça peut être de créer des corniches sur les immeubles, d'y penser, parce que les martinets, les hirondelles, un certain nombre de rapaces ne s'envolent pas du sol. Ça peut être la baisse de l'éclairage nocturne, c'est fondamental. Ça peut être l'opacification des baies vitrées, parce que des milliards d'oiseaux s'écrasent dans les baies vitrées chaque année, un peu partout sur la planète. Il y a des villes maintenant où c'est impossible. Enfin, je veux dire que il est interdit de construire des immeubles qui ne seraient pas équipés de systèmes anti-reflets. Ça peut être de dépolluer les cours d'eau, parce que les cours d'eau sont des lieux écosystémiques extrêmement intéressants, de les découvrir. Par exemple, le canal Saint-Martin. Enfin, je veux dire, il y a énormément à Marseille. Tous les cours d'eau ont été recouverts, enfouis sous les chaussées. Donc, les remettre à l'air libre, ça permettrait de climatiser la ville. Ça peut être évidemment de fixer, par exemple, des petites tablettes sous les nids d'hirondelles ou de martinets pour éviter les salissures, parce que beaucoup de gens détruisent ces nids afin de conserver la blancheur de leur revêtement. Ça peut être désasphalté. Là, j'ai fait une étude à Montréal, c'est intéressant. Les ruelles qui séparent les rangées de maisons sur l'arrière des maisons sont devenues des lieux justement de renaturation des villes, mais de renaturation qui sont des mises à disposition en quelque sorte à la fois des gens et des animaux. Et je crois que le parallèle, il faut toujours le garder en mémoire. Ce qu'on fait aux animaux, aux plantes, on le fait aux gens aussi, ou en tout cas à un certain nombre de gens. Donc, je pense pas qu'on puisse dissocier ce que j'ai appelé un écocide, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui un écocide et un ethnocide en fait. Il y a des passages en quelque sorte permanents entre ces deux crimes. Voilà. Donc, il y a énormément de solutions en quelque sorte typomorphologiques qui permettraient de repenser la ville et de l'ouvrir en quelque sorte à un environnement qui nous dépasse, mais qui pour autant interfère en quelque sorte avec nos conditions d'existence, de manière à nous donner une idée plus large finalement de ce qu'est le vivre ensemble. Voilà, je vous remercie. Je m'arrête là. Merci beaucoup Joël Zask pour cette intervention. On a le temps de prendre quelques questions, si vous acceptez de vous prêter au jeu des questions-réponses. Alors n'hésitez pas, vous qui êtes dans la salle,
à descendre. Vous avez un micro juste ici pour poser vos questions. Je vais prendre quelques questions en ligne également, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a bien retenu cette notion de voisinage, ce concept de niche et de corridor. Je voulais vous parler non pas de niche, mais de ruche, puisqu'on a une question sur cet élément. Donc, de nombreuses villes ont fait de gros efforts pour offrir aux abeilles une place dans nos environnements construits. Faut-il y voir le témoignage d'une sincère et nouvelle préoccupation pour le vivant en ville, ou au contraire, une nouvelle tentative de la ville de coloniser, c'était un terme que vous avez employé tout à l'heure, de coloniser la nature? Quelle est votre vision sur ces ruches? Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que c'est parti d'une bonne intention, parce qu'effectivement, il y a eu une période où il y avait davantage d'abeilles domestiques, en fait, qui ne sont pas des animaux sauvages, c'est-à-dire des abeilles mellifères dans les villes que dans les campagnes. Et là, ça revient bien, disons, à ce que j'avais dit au départ, à savoir que les animaux affluent vers les villes parce que leur environnement naturel est détruit. Mais en même temps, on s'est un peu trompé. On s'est trompé. Il y a des tas d'endroits maintenant où il est interdit d'installer des ruches parce que disons, toutes ces actions en faveur de la ruche, de l'abeille mellifère se fait au détriment des abeilles sauvages. Or, il existe des dizaines de milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui sont absolument nécessaires à la biodiversité et qui, par ailleurs, contribuent très largement, plus que les abeilles domestiques, à la pollinisation des plantes. Donc, voilà, je pense que ce que ça veut dire, ça, c'est que nos bons sentiments sont toujours, si vous voulez, peut-être éthiquement acceptables, mais concrètement, matériellement, écosystémiquement, parfois absolument condamnables. Et donc, la seule solution pour savoir comment s'y prendre, c'est d'étudier la nature. Et on en revient, là encore, à ce bon vieux, cette bonne vieille sagesse biblique, à savoir que l'homme, c'est un être qui étudie la nature. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. Bon, après, les animaux étudient aussi pas mal la nature, mais enfin, ça, c'est encore un autre... On va continuer à étudier la nature. Étudions la nature. Alors, vous avez... Pensons-nous comme les élèves de la nature. Étudions la nature et soyons les élèves de la nature. Oui, c'est ça, c'est une vision très forte, ça. Alors, vous avez évoqué plusieurs notions de voisinage, de cohabitation, de symbiose. David en ligne qui nous pose une question, pointe plutôt une autre notion sur l'harmonie, et il vous interroge: le manque d'harmonie entre le vivant et le matérialisme n'est-il pas le résultat d'une guerre d'ego entre le spirituel et la science moderne? Et ne devrait-on pas, avant tout, faire une mise au point sur nos priorités du vivant humain compris? Est-ce qu'on a cette opposition entre le spirituel et une forme de science moderne? Si vous voulez, aujourd'hui, les expériences de spiritualité les plus partagées, les plus envahissantes sont des expériences effectivement antiscientifiques. Donc, à ce niveau-là, il pourrait sans doute y avoir un clash. Je pense que pourtant, la spiritualité la plus haute a été logée dans les sciences historiquement, en tout cas au XVIIe siècle et à partir du XVIIe siècle. Donc, les modernes voient dans la science la découverte d'une spiritualité. Donc, il faudrait savoir de quelle spiritualité on parle. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pas parler de l'évangélisme, d'un certain nombre de croyances aujourd'hui plus ou moins mystiques qui sont extrêmement envahissantes et qui pèsent très très lourd, je pense, sur l'avenir de la planète, hein, pour le coup, largement autant que que l'émission des gaz à effet de serre. C'est très très problématique, je pense, cette tendance vers une certaine mysticité, voire vers du théologico-politique, puisque c'est quand même ça aussi qui est en train de se mettre en place dans certains pays. Donc, mais je le laisse de côté, mais je pense qu'on a une mauvaise idée de la science d'une certaine façon. Souvent, on voit dans la science, disons, une forme d'arraisonnement de la nature et, disons, la recherche de certitude absolue, une marche vers la vérité, alors qu'en fait, expérimentalement ou historiquement, les sciences sont des dialogues avec la nature. Les sciences nous mettent dans une bonne distance par rapport à la nature. C'est-à-dire que, en fait, dans les sciences expérimentales de laboratoire ou dans les sciences d'observation, qu'est-ce qu'on fait? On formule, je pense à Réaumur, c'est très intéressant parce que Réaumur, au XVIIIe siècle, il va développer justement une vision expérimentale de la science via l'observation, notamment des insectes, qui est une vision, une conception des lumières complètement différente de celle de Voltaire ou celle de
D'autres auteurs, finalement, on peut penser à Cuvier, Buffon, etc., qui ont une vision beaucoup plus rationaliste. Eux, ils vont vers la nature pour vérifier les lois. Et ils pensent que la fonction du scientifique, c'est de découvrir les lois universelles de la nature et auxquelles les événements, les éléments, les faits obéissent. Mais en fait, les faits n'obéissent pas aux lois. Enfin, je veux dire, l'idée même d'obéissance est absurde. Et donc, on a des modèles, enfin, des visions de la science différentes à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, qu'on dit les lumières, mais en réalité, on parle de choses très, très différentes. Suivant qu'on prend le pli expérimental à l'arrêt au mur, à savoir, on pose des questions à la nature. Mais pour lui poser des questions, il faut d'une certaine façon créer un complexe expérimental qui permette de provoquer des changements. Par exemple, Réaumur enfume les ruches pour étudier le rôle, je sais pas, de la propolis. Et donc, à partir de là, vérifier la compatibilité entre les conséquences qu'on observe et les hypothèses de départ. Bon, enfin, c'est très schématique ce que je dis, mais ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre en quête d'événements qui confirment la loi que vous avez dans la tête, si vous voulez. Et donc, voilà. J'en profite pour faire un rebond sur notre programme, puisque jeudi, nous aurons justement toute une journée consacrée au rôle des sciences et technologies, notamment en lien avec la notion du progrès. Je prends une dernière question en ligne. C'est une question de Thierry, et je pense que vous avez aussi cette notion de niche, de créer des séparations, de créer de la relation bien établie entre différents écosystèmes. Thierry s'interroge, est-ce que cela signifie qu'il est nécessaire de réinventer pour les villes, ces écosystèmes plutôt humains et culturels, une nouvelle idée d'autonomie? Oui, alors c'est intéressant. Je sélectionnerai plutôt le concept d'indépendance. L'indépendance n'est pas l'autarcie et c'est pas l'autonomie. Si vous voulez, l'autonomie, c'est plutôt ce concept lié à ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire un être autonome, c'est un être dont la volonté et la décision est inconditionnée, c'est-à-dire ne dépend d'aucune condition préalable. Et donc, on parle souvent de la liberté de choisir, de la liberté. Moi, par exemple, je vais disposer de ma dépouille après ma mort. Enfin voilà, ça c'est des choses comme ça, si vous voulez. Je trouve que c'est des libertés assez différentes de justement l'indépendance. Et l'indépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas être original, non pas être autarcique, non pas vivre dans une bulle, mais disons s'engager dans un cours d'action dont on assiste en tant que partenaire ou en tant qu'acteur unique, peu importe, mais la plupart du temps c'est en tant que partenaire, à laquelle on avait assisté de A à Z en fait. Et c'est assez intéressant parce que justement c'est ce qui fait complètement défaut dans nos sociétés, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont des hobbies ou beaucoup de gens retournent à la terre ou je ne sais quoi, parce que justement il y a quelque chose du bullshit job dans le fait de ne pas avoir sous les yeux l'ensemble du processus d'activité dans lequel on est engagé. C'est très très problématique, c'est très démoralisant en fait pour les gens de se sentir juste la pièce ou la partie d'un dispositif qui les dépasse, et de ne pouvoir y contribuer qu'en vendant leur force de travail, si on peut dire, ou leur force d'intelligence, comme le disait Marx. Donc voilà, je crois que c'est vraiment effectivement l'indépendance, c'est très important. On le voit même dans l'architecture de la salle de classe à l'école. Voilà, comment créer des écoles qui assurent l'indépendance, notamment l'indépendance par l'expérimentation, par l'expérience des enfants. Si vous voulez, l'indépendance commence avec le fait de fabriquer quelque chose. Les enfants font des pâtés de sable. Ils apprennent beaucoup de leur pâté. Enfin, s'il y a du sable, s'il y a des bacs à sable, il faudra en faire dans les villes. Mais si vous faites le pâté pour votre enfant, ça n'aura aucune portée pédagogique, si vous voulez. C'est une évidence. L'expérience n'est pas quelque chose qui peut être vécu de l'extérieur. Vous pouvez pas vivre une expérience à la place de quelqu'un. Donc, si vous voulez, si l'expérience contribue justement au développement de ce qu'on a en propre et ce qu'on appelle la niche ici, bon, eh bien alors à ce moment-là, il faut imaginer un système sociopolitique et économique et architectural et urbanistique pour que cette indépendance soit activée via des expériences en nom propre à la première personne. Et ça, c'est possible. C'est pour ça que j'ai beaucoup étudié les jardins partagés, par exemple. Comme on dit, les jardins partagés, au jardin, tout le monde a une place, si vous voulez. Même quelqu'un, j'ai étudié les jardins thérapeutiques, par exemple, destinés à des vétérans, mais même quelqu'un qui a perdu ses jambes, il peut faire quelque chose au jardin. Même quelqu'un qui est complètement traumatisé, il peut faire quelque chose au jardin.
Et il va trouver justement, j'ai recueilli des paroles de vétérans, il disait, au lieu de tuer des gens, je fais pousser des plantes, donc je donne la vie, et puis au lieu d'être soigné, je soigne. Donc du coup, je retrouve une puissance d'agir que ma situation de vétéran m'a fait perdre, surtout qu'il est blessé et profondément amoindri. Donc c'est ça, c'est intéressant le jardin partagé dans la ville. D'ailleurs, c'est pas du tout un truc de bobo, hein, le jardin partagé, il en existe absolument sur toute la planète. Et aujourd'hui, jusqu'à 70% des ressources alimentaires mondiales sont apportées par ce type d'agriculture dite familiale et traditionnelle dans le langage de la FAO. Donc, c'est important et c'est aussi important psychologiquement, c'est important au plan de la relation avec l'environnement. Moi, je trouve ça fondamental que des enfants, plutôt que de faire pousser des haricots entre deux bouts de coton, fassent comme dans le jardin de Maria Montessori, par exemple. C'est-à-dire qu'ils aient un petit lopin à cultiver. Et le lopin, ce qui est intéressant dans le jardin partagé, c'est que il est individuel. C'est un lopin par personne. Le jardin est commun, si vous voulez. Il y a plein de choses qui sont communes, la formation, l'accueil, le compost, les semences, etc. Mais c'est chacun son lopin quand même. Donc chacun sa niche et le jardin comme corridor, si vous voulez. Donc ça, c'est ça l'indépendance en fait. Merci beaucoup. Je retiens cette notion d'être élève de la nature aussi tout à l'heure. Voilà, c'est des aussi peut-être dans le jardin d'être des élèves de cette nature. Merci beaucoup pour cette conférence inaugurale philosophique sur la relation au vivant. Je rappelle votre livre qui fait écho à vos propos, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville. Merci à tous de nous avoir suivis à distance. N'hésitez pas à consulter le programme de la journée, de la semaine sur la plateforme. Toutes les sessions seront disponibles dans tous les cas en replay dans la journée et nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes à 11h pour une discussion entre Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci, et Harold Leherel, professeur à AgroParisTech, sur le thème de la relation entre les entreprises et le vivant. À tout de suite. Merci.